Merci beaucoup, bonjour à tous, bienvenue dans cette table ronde. Pouvoir vert, pouvoir faire. Je trouve que c'est une très jolie expression, je ne sais pas si c'est Patrick Martin qui l'a trouvée, mais en tous les cas, je trouve que ça veut dire beaucoup de choses. Je ne suis pas sûre qu'on va trouver la solution si l'urgence climatique s'est imposée à tous. En tous les cas, c'est ce qu'a dit le président du MEDEF tout à l'heure. On voit bien que la transition écologique, elle suscite beaucoup d'interrogations. Les votes, notamment des populistes, la montée du populisme montre que la transition écologique, ça peut faire peur parce que ça coûte cher. Je ne vous dis pas qu'on va trouver la solution, mais on va essayer. Vous avez autour de moi les principaux énergéticiens industriels qui travaillent dans cette transition écologiste. Alors vous avez Pierre-André Chalindar, l'ancien patron de Saint-Gobain, qui est aujourd'hui président de l'entreprise, qui va nous dire un peu où ça coince, comment changer de méthode. À mes côtés, Jean-Pascal Tricoire, qui est à cheval entre Hong Kong, où il habite depuis longtemps, et la France. Il nous dira, lui qui est un grand spécialiste des solutions industrielles, comment on peut faire cette transition écologique, mais aussi à quel coût. Il y a quand même un coût. Catherine MacGregor, donc la directrice générale d'Engie. Engie, vous le savez, c'est un des plus grands acteurs dans tout ce qui est l'énergie, et notamment leader de l'énergie renouvelable en France. Évidemment, vous êtes au cœur de cette transition écologique, mais on voit bien que ça coince. Et puis, il y a la question de la souveraineté, qui est très importante pour vous. Il y a Antoine Gosset-Grainville, qui est avocat, mais là, il vient en tant que président du conseil d'administration d'AXA. Les assureurs sont au cœur de cette transition écologique, avec l'aspect prévention, anticipation, mais aussi vous avez vous avez des milliards à investir dans les entreprises et vous donnez un petit peu le top départ ou pas de cette décarbonation. Et puis, j'ai envie de dire, c'est quand même, histoire de l'impressionner un peu, la personnage clé dans cette table ronde, on a des grands acteurs de cette transition écologique, mais elle est activiste. Justement, elle essaye de faire monter la partie à cette génération qui essaye de dire ce que vous faites, c'est pas très bien. On va essayer de trouver un compromis avec elle. Enfin, ils vont essayer. Julie Pasquet, donc activiste et qui a créé Le bruit qui court. Je vais peut-être commencer par vous, Pierre-André Chalindar, parce que maintenant vous avez présidé Saint-Gobain pendant des années. Aujourd'hui, vous êtes le président de l'Institut d'entreprise. Vous pouvez peut-être nous dire s'il faut changer de méthode. Là, on voit bien, on est dans un contexte politique totalement instable. Du reste, il y a quelqu'un qui veut être ministre de la Transition écologique, non? Si on vous propose, Catherine MacGregor, non? Antoine Gosset-Grainville? Je suis très bien là où je suis. Non, Michel Tricoire? Non, merci. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, merci. Est-ce qu'il faut tout changer? Est-ce que cette transition, elle ne marche pas? Alors, en gros, c'est vrai, on a un problème de méthode aujourd'hui. Mais je voudrais, un peu pour poser le cadre, 5 points. Le premier, c'est quand même qu'il y a un consensus aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur l'urgence climatique, les rapports du GIEC, et le fait que le changement, il a à peine commencé. Donc c'est pour ça que, même dans le titre, c'est pouvoir vert, mais enfin c'est quand même évidence verte. Le problème, ça va être de pouvoir faire. Donc premier point. Deuxième point, l'Europe a toujours voulu, et la France ont toujours voulu être sur ce sujet, le bon élève. On a commencé avant les autres, à la fois parce qu'on se croit qu'on avait des responsabilités historiques, on a toujours un rôle dans la COP de Paris, et puis parce qu'on avait en tête qu'on pouvait prendre le leadership sur les technologies, et donc l'acteur qui démarrait le premier sur le vert allait en avoir le bénéfice. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'en Europe, aujourd'hui, du coup, ça ne marche pas. Parce qu'on s'est donné des objectifs très ambitieux. Il faut faire, si on veut faire le Fit for 55, il faut faire en 7 ans ce qu'on a fait en 30 ans, ce qui est énorme. Et dans le même temps, on utilise des outils qui ont été plutôt des outils recommandés par les économistes, mais qui posent problème. Les deux principaux outils, c'est un prix des énergies fossiles très élevé, une forme de taxation ou de marché aux enchères qui revient au même, et deux, énormément de réglementation. Et on a fait beaucoup de réglementation dans tous les sens. Et ça, comme le disait Edwige, ça a provoqué des risques de rejet, des rejets populistes qu'on voit, et donc ça ne marche pas. Et ce qui est plus grave, c'est que ça ne nous permet pas de prendre le leadership technologique qu'on voulait faire. Pourquoi? Et c'est mon quatrième point. Parce que dans le même temps, les Chine et les États-Unis, qui représentent des enjeux beaucoup plus importants. L'Europe, c'est 7% des émissions. Les États-Unis, c'est 33. La Chine, c'est 33 et les États-Unis, 14. Donc nous, on est tout petits. Et les deux autres s'y sont mis très sérieusement. Alors Jean-Pascal connaît mieux la Chine que moi, mais globalement, la Chine, elle va
à marche forcée vers ce qu'elle appelle la civilisation écologique, qui est un mélange de totalitarisme vert avec un fort contrôle de la population et d'investissement massif pour prendre le leadership sur toutes les technologies vertes. Et ça marche avec des subventions publiques énormes, et on assiste aujourd'hui à une envolée des exportations de biens verts. Dans le même temps, les États-Unis, avec l'IRA, ils ont ouvert le portefeuille aussi, et c'est pas ce que disaient les économistes, le contraire, ils ont, avec des incitations massives sous forme de crédits d'impôt très simples et des subventions publiques, y compris à la R&D, eh bien, ils électrifient de façon massive le pays, à la fois dans les transports et dans l'industrie, et ils prennent aussi le leadership. Donc on voit bien que ça marche pas, que l'Europe est certaine manière dans un corner. Et que les États-Unis et la Chine, ils ont mis en avant la production par rapport à la consommation. Donc qu'est-ce qu'il faut faire en Europe? Je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut garder notre ambition écologique, mais qu'il faut revoir complètement notre méthode. Alors deux pistes d'orientation très rapidement là-dessus. La première, c'est qu'il faut que la politique climatique soit envisagée dans le cadre global d'une politique économique, pour pouvoir avoir les bons compromis entre croissance, parce qu'on n'arrivera pas à avoir de l'écologie si on n'a pas de croissance. Les Américains l'ont très bien compris. Biden, quand il entend climat, il pense emploi. Nous, c'est pas comme ça qu'on a raisonné en Europe. Et donc, il faut insister beaucoup plus sur produire plutôt que consommer, parce que sinon, de toute façon, on importera les biens verts et on n'aura plus de production en Europe. Et deuxièmement, et là, je crois qu'on a beaucoup péché au niveau européen, alors que c'est souvent plutôt un péché français, mais les Européens ont péché, c'est qu'il faut déverticaliser, il faut simplifier énormément, et comme dans beaucoup de domaines, il faut décentraliser et pratiquer des réglementations qui soient appropriées par le terrain. On le voit dans les exemples français, mais on le voit dans tout ce qui a été fait par Bruxelles. Il n'y a pas d'analyse d'impact. Et donc, je pense que si l'Europe ne revoit pas, mais elle devrait le faire, fondamentalement, sa politique, pour l'instant, elle va dans le mur. Merci beaucoup, Pierre-André Tchandar. Ça ne marche pas, ça coince en Europe. Est-ce que vous faites le même constat à la tête d'Engie, Catherine MacGregor? Alors, moi, je vais être peut-être un peu plus nuancée que Pierre-André. Alors, c'est peut-être mon tempérament optimiste. D'abord, pour dire que, en général, la transition énergétique, elle est quand même en marche. Elle est en marche, à marche forcée, rapidement. Alors, avec des rythmes, c'est vrai, différents selon les géographies. Tu as parlé de la Chine. L'année dernière, le monde a rajouté 510 gigawatts d'énergie renouvelable dans le monde. 60% ont été installés en Chine. Donc effectivement, quand on regarde ça, on se dit oh, mon Dieu, on est vraiment en retard. Est-ce qu'on est en retard? Sommes-nous en retard? On pourrait se dire ça. On voit les États-Unis aussi qui sont très très allants sur les énergies renouvelables. Mais ne soyons pas si critiques que ça. D'abord parce que l'Europe a été très pionnière sur ces sujets. Elle a pris le sujet avant tout le monde. Et elle a considéré que décarboner son énergie, décarboner son économie, c'était aussi une source d'attractivité pour les jeunes et aussi une source de compétitivité pour les industries. Elle a identifié ça très tôt et c'est cette ambition qui a été ensuite tournée dans le Green Deal, etc. Et aujourd'hui, si vous regardez le premier semestre 2024, l'électricité produite en Europe a été produite à hauteur de 50% à partir d'énergies renouvelables. Donc quand même, il y a des choses qui marchent, Pierre-André, en Europe. 50% de l'électricité en Europe est produite de l'énergie renouvelable. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent bien. On a à un moment parlé, en regardant les élections, le backlash, les Européens ne veulent plus de cette transition énergétique. On a fait des sondages et on s'est aperçu qu'au contraire, les Européens sont très allants sur cette transition énergétique. Ils la veulent, ils la désirent. Et je pense que cet ancrage, il est très fort, surtout parce qu'il est local. Et là, je te rejoins, Pierre-André. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'élus qui ne sont pas eux-mêmes, aujourd'hui, impliqués dans un projet de décarbonation, de mobilité durable, d'infrastructure, d'hydrogène, de réseaux de chaleur,
de gaz vert, de production de biométhane, etc. Moi, j'en connais pas. Tous les élus que je rencontre sont les mains dans le cambouis et sont en train de faire cette transition énergétique, ou en tout cas, ils essayent de faire, ils sont impliqués. Et ça, je pense que c'est un axe qui est très fort, qu'il faut mettre en avant, parce que quand on commente l'actualité politique... Il y a toujours le politique... problème des éoliennes, vous le savez bien, on a souvent cette discussion. Oui, alors il y a eu un rejet, un petit peu une instrumentalisation des éoliennes. N'empêche que les projets d'éoliens, ils sortent. Moi, j'avais une collègue là qui revient de l'Île-Dieu et qui me disait que les citoyens étaient plutôt aujourd'hui assez impatients de voir ces éoliennes émerger enfin après 12 ans de développement. Donc non, on voit quand même que il y a une acceptabilité, une appropriation qui est meilleure, pas partout. Il y a eu des abus, il y a eu des choses qui n'ont pas bien marché. Mais je pense que c'est très important parce que quand on regarde l'incertitude politique aujourd'hui, on peut s'inquiéter. On peut se dire, est-ce que les gens, finalement, ne vont plus vouloir ces projets? Et en fait, moi, ce que je crois, c'est que ça, c'est plus la question, en fait. La transition énergétique, elle est en marche. Les citoyens la veulent. Et après, il faut la faire. Et ça, c'est le rôle des entreprises. Et là, pour ça, il y a beaucoup d'investissements à faire. À la petite échelle d'Engie, c'est 8 milliards l'année dernière uniquement sur les investissements de croissance. Alors, c'est quand même significatif pour faire avancer cette transition énergétique. Et il faut aussi beaucoup de coordination parce qu'il faut synchroniser l'ensemble des projets. Parce que l'un des complexités et la beauté de cette transition énergétique, c'est qu'on ne peut pas remplacer une centrale au charbon miraculeusement par l'équivalent décarboné. En fait, c'est une myriade de solutions, centralisées, décentralisées. Jean-Pascal, tu vas en parler. Et donc, on est bien dans la transformation d'un système. Et pour ça, mon Dieu, que c'est compliqué d'avoir les bonnes régulations, les bonnes réglementations, les bonnes politiques au bon niveau, niveau européen, niveau national, niveau local. Et là, effectivement, ça va demander un travail de coordination, de collaboration absolument exceptionnel. Et c'est là où, parfois, effectivement, l'Europe pêche, parce qu'il y a des choses qui sont décidées trop haut, des choses qui sont décidées trop bas. Et là, il y a vraiment encore beaucoup de travail à faire, effectivement. Mais l'entreprise a un rôle majeur à jouer, et on est tous très engagés. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison de reculer, d'arrêter cette magnifique aventure. Est-ce que vous diriez, non, de manière, je pense qu'il est hors de question de l'arrêter. La question, c'est, vous avez dit tous les deux, l'Europe est partie la première, mais nous ne sommes pas les premiers. Donc c'est peut-être qu'on a choisi une méthode qui était la réglementation, qui est un peu, je dirais, qui est un peu notre qualité première, à nous Français et nous Européens. Est-ce qu'il faut peut-être, je ne sais pas, s'inspirer de l'IRA, comme on le dit souvent, donc le mécanisme américain, qui est plus du côté de l'investissement, donc de l'offre que de la demande? Oui, il y a des choses dont on peut s'inspirer. Par exemple, on parle souvent de la neutralité technologique. Oui. Donc les Américains ont plutôt tendance à demander à ce que, par exemple, pour une molécule hydrogène, on va regarder le contenu carbone pour la produire. Alors qu'en Europe, on va essayer de décider que cette molécule d'hydrogène, il faut la produire comme ci, comme ça, à tel moment. Et donc, on émet des critères de moyens, on essaye de dicter la technologie liée à la production d'hydrogène, alors que les États-Unis vont être plus sur l'impact carbone, donc le résultat. Donc, il y a des choses aujourd'hui autour de la neutralité technologique, par exemple, dont l'Europe, on espère, devrait s'inspirer. Donc, si je résume ce que vous dites, d'une manière un peu caricaturale, pardonnez-moi, on ne change pas. On ne change rien au niveau européen de la manière dont est mise en œuvre cette transition écologique. Ah non, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Non. J'ai dit, surtout, il ne faut pas mollir. Il ne faut pas changer de cap, il faut maintenir l'ambition et il ne faut pas faire du stop and go. Et Luc Rémont n'est pas à cette table, mais je pense que le président voit bien, d'EDF, pour le nucléaire, on voit bien les difficultés de faire du stop and go. On a besoin de constance dans la politique énergétique et bien au-delà de la durée d'un mandat ou d'un gouvernement. Et ça, on a besoin les investissements que nous faisons aujourd'hui. Moi, je suis en train de répondre à un appel d'offres dans l'éolien en mer. La mise en service de ce parc, donc les revenus viendront au milieu de la prochaine décennie. Donc j'ai besoin de m'assurer que cette volonté de faire de l'éolien et de garder l'éolien dans le mix énergétique français-européen, cette volonté sera la même. Donc on a besoin de constance. Donc ça veut dire que vous redoutez quand même une inflexion au niveau européen, au niveau français, quand on vous écoute. Je dis qu'elle serait catastrophique. Aujourd'hui, le Green Deal au niveau européen est plutôt renforcé, donc ça c'est très bien. Et je suis confiante qu'en France aussi, on va maintenir le cap sur la transition énergétique. Je pense que c'est très important de maintenir ce cap. Et quant au changement qu'il faut apporter, et là je rejoins Pierre-André, il faut ramener du pragmatisme, être moins
prescripteur sur la technologie à utiliser, mais bien se concentrer sur les résultats, le contenu carbone, faire preuve de pragmatisme, toujours, sans, en revanche, faiblir sur l'ambition et le cap. Jean-Pascal Tricoire, tiens, juste comment ça fait lorsqu'on dirige une entreprise et qu'on vous pique 2 adjoints dont l'un devient le patron d'EDF et l'autre devient la présidente, enfin la directrice générale d'Orange? Non, c'est rare quand même dans une entreprise. On est fiers, voilà. Ouais, on est fiers et puis je suis très heureux de leur succès à la tête de leurs entreprises. Bon. Je le disais, vous êtes le patron de Schneider, même si vous avez passé la question opérationnelle, vous avez quitté la gestion opérationnelle. Est-ce que pour vous, cette transition écologique, est-ce qu'on l'a pris du bon côté, sachant que, et du reste, je crois que quelqu'un me l'a rappelé, l'innovation fait partie de cette transition écologique. Est-ce qu'on le prend dans le bon sens ou est-ce qu'il faut changer de courant électrique? Alors, on va essayer de monter dans les gammes de l'optimisme. On a commencé avec on est planté, on a continué avec faut pas mollir, et moi je dis qu'il faut qu'on accélère drastiquement. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi je pense qu'on n'a pas le choix. La première chose, c'est bien entendu, on a un défi climatique dont on voit aujourd'hui les effets. Ça peut être des sécheresses, des désordres climatiques, il est temps d'agir. Mais je pense qu'on a tous réalisé dans le business et dans la société qu'il y avait d'autres impacts. Il y a l'impact économique avec des importations d'énergie fossile, donc on ne maîtrise pas le coût et dont les coûts ont bondi d'un facteur de 3 à 5 suivant les points de repère de 2020 à 2022, donc un poids énorme sur notre déficit commercial, le premier poids sur notre déficit commercial et un poids énorme sur l'économie. Et puis ensuite la sécurité, parce que depuis la crise ukrainienne, on a vu pour la première fois en 2022 10% des foyers européens qui n'avaient pas à se chauffer correctement parce qu'il n'y avait plus assez d'accès à l'énergie. Donc on a réalisé notre vulnérabilité énergétique. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, en Europe, on est vraiment trop lent à adopter les innovations dans la transition énergétique. On vit en ce moment dans l'énergie un moment Internet. C'est-à-dire qu'on vient d'un modèle énergétique basé sur les fossiles et on est en train de transitionner autour de 2 révolutions. Le digital, on connecte tout, l'Internet des objets, le big data, l'intelligence artificielle, ce qui permet d'optimiser les choses et d'aller vers des niveaux d'efficacité très supérieurs au passé. Et la deuxième chose, l'électrification. Parce que les transitions énergétiques, elles n'arrivent pas par la fourniture d'énergie. Elles arrivent par la transition des usages. Quand vous passez d'une voiture fossile à une voiture électrique, vous décarbonez. Quand vous passez d'une chaudière à une pompe à chaleur, vous décarbonez. C'est par là que se fera la transition énergétique. Oui, mais une question de pouvoir d'achat, c'est ce que je disais dans ma petite introduction. Le coût de cette transition, regardez ce qui se passe sur les voitures électriques. Alors, aujourd'hui... Et n'oubliez pas les gaz verts aussi, Pascal. Oui, et les gaz verts. Et ça, c'est un autre sujet. Il n'y a pas une solution. Il va falloir faire, et le terme est mal choisi, feu de tout bois pour adopter ou réaliser cette transition. Mais si vous regardez l'Europe, effectivement, on est parti en avance, plus ou moins. Aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est la lenteur d'adoption des nouvelles technologies et des nouvelles solutions. Oui, et je vais prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, vous avez en Europe un grand fautif qui est le bâtiment. Et le bâtiment ne se délocalisera pas. Mais la plupart des bâtiments sont aujourd'hui utilisateurs d'énergie fossile et émetteurs de carbone. Une grande partie d'entre eux. Aujourd'hui, vous avez à peu près 25% des bâtiments en Europe qui sont aux normes en termes de performance énergétique. Vous en avez 75% à rénover. Comme on continue à faire ce qui est bien, suivant des méthodes plus traditionnelles, on en rénove 0,5% par an, ce qui fait qu'on sera prêt dans 150 ans, ce qui correspond ni à mon espérance de vie, ni aux engagements de l'Europe qui veut être neutre en carbone à l'horizon 2050. Donc, ce qui est vraiment important, c'est d'intégrer, en plus de ce qu'on avait l'habitude de faire, ces nouvelles technologies autour de la digitalisation, autour d'une électrification propre. Et on vit ce moment Internet où vous avez combinaison d'Internet des objets, du big data, ce qui fait que tout peut être connecté, et en même temps, génération renouvelable qui peut être décentralisée sur le toit de vos entreprises, sur le toit de vos maisons, et dans laquelle on puisse stocker l'énergie dans les batteries de votre voiture électrique et aussi d'apparaître dans vos garages, et de combiner ces transitions pour atteindre des niveaux de performance en carbone qui soient très supérieurs à celles qu'on a aujourd'hui. Donc le sujet pour moi, c'est pourquoi est-ce qu'on va aussi lentement en Europe, et une grosse partie revient à un sujet qu'on a mentionné, qui est la régulation. Comme on est un continent surrégulé, sur lequel
il est difficile de faire les choses rapidement, toutes les transitions nous coûtent très cher en temps. Donc il est urgent en temps et en monnaie, encore une fois. En temps et en argent. Oui. Tout à l'heure, Pierre-André Tchanadar parlait de la civilisation climatique en Chine. Comment ça se passe, le pouvoir vert? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il y a des Julie Pasquet aux yeux bridés? Est-ce qu'il y a des activistes? Comment ça se passe en Chine? Alors, en Chine, ce qui s'est passé, c'est que tous les Chinois ont vécu pendant leur vie les problèmes liés à l'énergie. Lorsque j'habitais à Pékin dans les années 90, il y avait une journée par semaine où on n'avait pas d'électricité. Et une journée sans électricité, c'est une journée où vous vivez au ralenti. Ensuite, on a tous vécu les effets nocifs dans les villes chinoises du développement très rapide lié à la pollution, au brouillard, etc. Donc, c'est devenu l'un des premiers problèmes politiques, sinon le premier problème politique chinois. Et puis ensuite, quand on a une population d'1,4 milliard d'habitants sans vraiment de ressources, sauf du charbon, le sujet de la sécurité d'accès est l'un des sujets premiers du gouvernement chinois. Donc, la Chine a pris ça, j'ai envie de dire, à la chinoise, en adoptant une base scientifique, une approche d'ingénieur face au problème, et en se disant qu'il n'avait d'autre choix que d'accélérer la transition énergétique. Donc ça, c'est une orientation qui a été prise il y a une trentaine d'années, avec, comme le disait Catherine, un horizon très long. Première mesure, que tous les endroits où on consomme de l'énergie soient mesurés précisément pour que chacun ait un incitatif à réduire sa consommation énergétique, à changer son comportement, basé sur des faits, basé sur des comparatifs. Ensuite, mettre en place un réseau électrique qui connecte tous ces points pour qu'on puisse mieux partager l'électricité. Accélérer l'électrification parce que c'est le seul moyen de décarboner. Et aujourd'hui, la Chine s'électrifie 9 fois plus vite que le reste du monde. Aujourd'hui, la Chine, la consommation d'énergie est à 30% électrique en Chine par rapport à 17% dans le monde. Et on peut continuer. 50% des immatriculations de véhicules en 2026 seront des véhicules électriques. La moitié de la capacité solaire montée en Chine l'année passée. 60% des batteries qui viennent de Chine et plus d'Asie du Nord, et enfin 40% des projets nucléaires dans le monde. Donc une approche extrêmement structurée, mais qui commence par la demande, transitionnant la demande, et qui accompagne avec une transition du supply, avec une obsession, produire de l'électricité à un coût moins cher que le charbon, pour que le charbon tombe du fait de son manque de compétitivité. Oui. Donc on voit la rapidité avec laquelle ça se fait quand même si ça s'inscrit toujours chez les Chinois dans un temps long. Antoine Gosset-Graville, vous avez écouté tout le monde. Vous êtes, je disais, vous avez un double rôle en tant qu'assureur. Quand je dis vous, c'est en tant que président du conseil d'administration d'AXA, encore une fois. Il y a le côté anticipation, prévention, parce que vous, le coût de tous ces incidents climatiques est absolument gigantesque pour les assureurs, donc il devient insupportable. Et puis en même temps, vous avez des milliards d'euros et vous investissez dans des entreprises, et c'est là où vous pouvez orienter des politiques. Alors Jean-Pascal Tricoire a dit qu'il fallait accélérer. Je suis évidemment d'accord. Je dirais même qu'il faut aller un cran plus loin que l'accélération. Il faut faire évoluer notre approche du sujet. Parce que le dérèglement climatique, c'est le défi existentiel auquel nous sommes confrontés. Et face à un défi existentiel, on ne peut pas avoir des réponses classiques. Il faut donc tout réinventer, nos modes de pensée, nos modes d'action, nos modèles financiers et nos modèles économiques. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Alors d'abord, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est que tous les acteurs doivent être impliqués. En France, on pense toujours à l'État, on se tourne toujours vers l'État, et après on trouve qu'il réglemente trop, qu'il met trop de contraintes. La réalité, c'est que si nous voulons réussir notre adaptation climatique, il faut que l'État impulse, mais il faut que les entreprises soient très engagées. Aujourd'hui, 65% des entreprises en France ont engagé des actions d'adaptation climatique, c'est très bien, mais il faut arriver à 100%, et elles pourront faire ça avec l'aide de leurs partenaires, en particulier les assureurs. Ça vaut aussi, cet engagement, il vaut aussi pour vous et moi, pour les particuliers. Tout le monde doit prendre sa part. Nous avons, nous, chez AXA, nous proposons à nos collaborateurs de s'engager dans des actions sur une base totalement bénévole et sur leur temps libre,
des actions sociales et environnementales, et plus de 40% de nos collaborateurs se sont engagés, participent à des opérations de nettoyage des plages, de biodiversité, tout ce qu'on veut. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour réussir notre transition climatique, il faut laisser personne sur le côté. Ça ne peut pas être une politique punitive. Et ceux qui sont les plus fragiles, les plus vulnérables, ils doivent être accompagnés. Il faut trouver les incitations d'origine publique ou privée, les assureurs aussi font, vous voyez bien l'exemple de la choses. voiture électrique, vous voyez bien que ça a été le leasing social, Bruno Le Maire était là tout à l'heure, vous avez été... Eh bien, c'est le bon exemple. Bah c'est oui, le ça bon a duré exemple. 3 mois, ça coûte trop cher, hop, on arrête. Non, justement, on s'adapte, on adapte les calendriers, on crée, on aménage les périodes de transition, justement, et puis on accompagne ceux qui sont les moins aptes à pouvoir gérer cette bascule. Mais c'est vrai que c'est un point très important. Et la troisième condition, c'est d'inventer des nouveaux modèles de financement, parce que, Catherine l'a dit, les besoins d'investissement sont tellement massifs qu'ils ne pourront être satisfaits que si on invente des nouveaux modèles. Et ces nouveaux modèles, ça ne pourra être que du partenariat public-privé. Il y a des investissements de très long terme pour que les investisseurs puissent s'y engager. Il faut peut-être mettre en place des garanties publiques, des sécurités, mettre en place des financements mixtes qui le permettent déjà, mais peut-être faire encore plus, qui permettront de gagner cette course de vitesse, parce que la lutte contre le dérèglement climatique, c'est une course de vitesse. Donc oui, accélérer, mais avoir une approche beaucoup plus globale, beaucoup plus incitative, beaucoup moins contraignante et beaucoup plus partenariale que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant en Europe. Oui, mais quand vous appelez un changement de modèle économique, vous pouvez nous donner un exemple, ça serait quoi votre modèle économique ? Alors, c'est précisément ce que j'évoquais avec des partenariats publics-privés. Prenez par exemple, on a été précurseur sans le savoir en France avec le régime des catastrophes naturelles. On a mis en place, il y a plusieurs décennies, un mécanisme qui était unique en Europe et qui permet de venir tout de suite en aide dans les communes sinistrées ou les zones qui sont touchées par un événement naturel majeur, grâce à une combinaison des efforts de l'État, des assureurs et de tous les acteurs privés, de mettre tout de suite en place des solutions de protection, de financement, de réparation. Cette logique-là, il faut la développer dans tous les domaines qui touchent à la transition climatique. En tant qu'investisseur, rapidement, est-ce que là, vous pouvez, en choisissant ou en sortant du capital d'entreprise, style Total Énergie ou d'autres, est-ce que vous voulez impacter ? Alors oui, les assureurs européens ont considérablement réorienté leur politique d'investissement depuis quelques années. La carte de nos investissements aujourd'hui n'a rien à voir avec celle d'il y a 5 ans. Nous avons un montant cumulé de plus de 30 milliards d'investissements verts l'an dernier, qui sont très centrés sur le renouvelable, les infrastructures durables, et on se désengage à vitesse accélérée du fossile et de toutes les énergies très carbonées. Merci Antoine Gosset-Grainville. Julie Pasquet, je vous ai évidemment gardé pour la fin, parce que comme ça vous les avez tous écoutés. Peut-être un mot sur le bruit qui court. Donc vous êtes une activiste, vous êtes la génération Greta Thunberg, vous êtes investi depuis longtemps. C'est quoi le bruit qui court ? Alors le bruit qui court, nous sommes un collectif d'artivistes, donc à la fois des artistes et des militants, des militantes, et notre but c'est d'utiliser l'art pour faire passer des messages forts, mais aussi faire passer à l'action, mettre en mouvement les personnes. Parce que moi, je suis assez persuadée qu'il y a en effet tout le côté rationnel sur les questions de transition écologique, les chiffres, les rapports du GIEC, dont on a déjà parlé ici. Mais il y a aussi besoin d'émotionnel, selon moi, pour aussi engager les gens et faire en sorte que cette transition, elle soit à tous les niveaux, à toutes les échelles, avec tout le monde. Et l'art a une puissance assez forte pour venir toucher les émotions des gens et mettre les gens en mouvement. Donc nous, c'est une de nos manières de s'engager, de parler de ces sujets. Et notamment de parler d'un sujet que j'aimerais aborder avec vous et dont j'aurais des questions aussi, qui est la question aussi des récits. Et vous en avez un petit peu parlé maintenant, parce que nous, c'est vraiment quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Aujourd'hui, la spécificité de l'être humain, c'est qu'on se raconte des histoires et qu'on vit dans des récits. Alors, est-ce qu'ils se racontent des histoires, là, tous les industriels autour de cette table ? Très probablement, mais comme chacun d'entre nous. Donc, vous racontez des histoires.
Il y a des récits dominants qui existent aujourd'hui et qui structurent notre société, et il y a beaucoup de récits aussi dans le monde économique. Et notamment, un des récits notamment du modèle néolibéral, c'est que nous sommes des êtres un peu surpuissants et qu'on peut tout faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut changer ce récit-là, et vous en avez parlé tout à l'heure. Il faut venir à un récit où nous sommes des êtres vulnérables, et il faut prendre conscience de notre vulnérabilité dans ce monde, encore plus au vu du fait qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique, on est à plus 3 degrés d'ici 2100, alors qu'il faudrait rester en dessous des 1,5. Donc vous voyez que la trajectoire est quand même assez dramatique. Donc il faut changer de récit. Pour moi, il faut réaliser dans le monde économique aussi que nous sommes vulnérables. Et pour ça, moi, une des solutions, en tout cas, que j'aimerais amener de penser l'économie autrement et penser des nouveaux modèles, comme vous en avez parlé, Antoine, c'est notamment questionner l'économie du soin. C'est pensé par une économiste qui s'appelle Eva Sadoun. Et je pense que cette notion de soin, elle est assez primordiale. Notamment le soin de la planète. Comment est-ce qu'en fait on met au cœur de nos modèles économiques, au cœur de vos indicateurs de performance, le soin de la planète, le soin des écosystèmes, le soin de la biodiversité aussi. Comment est-ce qu'on met aussi au cœur le soin des gens, le soin des personnes? Comment est-ce qu'on remet aussi du soin dans les métiers essentiels et dans ce qui compte vraiment dans la société? Comment en fait on essaie d'avoir cette nouvelle boussole qui vient aussi transformer les modèles économiques des entreprises. Et du coup, moi, je vous pose la question, est-ce que, en fait, si je prends aussi des exemples avec vos entreprises ici présentes, est-ce que vous êtes vraiment en train d'avoir cette nouvelle boussole et de changer radicalement de cap? Parce que si je prends le cas, par exemple, d'AXA, prenons le cas d'AXA, 2023 était l'année la plus chaude, record, dans le monde, et grosso modo il y a de plus en plus de catastrophes climatiques, et on parlait tout à l'heure des coûts sur le modèle dans l'assurance, c'est à peu près 250 milliards d'euros de dégâts, les catastrophes climatiques. Et aujourd'hui les assureurs assurent de moins en moins ces sujets-là. Voilà, sur 100 euros à peu près de dommages climatiques, on a seulement 30 euros qui sont assurés, donc il y a un problème. Donc déjà, juste pour se rendre compte de l'impact que ça va avoir sur nos vies en règle générale. Et malgré ça, aujourd'hui, AXA continue, en termes de récit, à aller financer des projets comme le gaz naturel liquéfié, comme des projets comme Freeport LNG ou Tacoma LNG, qui en fait sont encore aujourd'hui des énergies fossiles, qui vont pas du tout dans le droit chemin, qui continuent à émettre du méthane et qui ont des catastrophes, enfin qui en fait des catastrophes arrivent par la suite. C'est pareil, je crois pour Engie aussi, où vous avez des activités sur ce gaz-là. Il y a aussi, si je parle d'un autre récit avec Schneider Electric, avec la participation au projet ICOP de Total Energy du coup en Ouganda. Et en fait, moi je me dis, en effet, vous parlez d'accélération. Moi, je parle il faut une nouvelle brique, il faut aller vraiment plus loin. Et du coup, quelle est vraiment votre boussole au vu du fait que vos entreprises sont encore dans cet ancien modèle? Qu'est-ce que vous allez faire pour aller vraiment plus loin? Parce que là, c'est en effet une question vraiment primordiale de survie. J'imagine qu'ils vont vous répondre quand même. Peut-être ils vont tous répondre. Antoine, à Gosse-et-Graville? Très rapidement. Oui, rapidement, parce qu'après... Mais les questions sont importantes. D'abord, l'assurance des catastrophes naturelles. Oui, c'est vrai que dans certaines régions dans le monde, les assureurs locaux refusent de continuer à assurer parce que les dégâts augmentent tellement qu'ils n'y arrivent plus ou qu'ils ne le souhaitent plus. Heureusement, ça n'est pas le cas en Europe, encore moins en France. Et AXA, ça commence. AXA est extrêmement présent sur la couverture de ces risques parce qu'il y a une exigence évidente. Alors ensuite, en plus du financement, nous, ce qu'on considère, c'est qu'il faut faire massivement de la prévention pour limiter le coût de ces impacts. Lorsque vous faites de la prévention sur les risques naturels, vous divisez par 2, par 3, par 4 le coût. Et donc, c'est ça que nous faisons en accompagnant nos clients pour accélérer l'adaptation de leur structure, de leurs équipements, de leur organisation. S'agissant des investissements, je l'ai dit, on s'est considérablement réorienté et la part de nos investissements dans les énergies dites carbonées est devenue résiduelle et elle est ciblée uniquement sur des entreprises qui ont des plans de transition crédibles, et nous avons une trajectoire très ambitieuse pour, par étape, atténuer, réduire encore cette part. Et dernier point, moi je rejoins complètement Julie sur cette importance de sensibiliser les personnes à
la précarité de notre environnement et lorsque nous faisons des actions comme celles que j'évoquais tout à l'heure, de nettoyage de forêts, de nettoyage des plages, eh bien, je vous assure, chez nous, c'est l'enthousiasme qui court. Alors, premier élément de réponse, après on va aussi avancer. Sur la question du GNL, alors, quelle est votre réponse, Catherine MacGregor? Alors, parce que la réponse, c'est que dans une entreprise comme Engie, on est obsédé par une chose, c'est la cohérence. Alors la cohérence, c'est peut-être encore un peu trop rationnel par rapport à l'appel que vous nous faites d'être peut-être un peu moins rationnel et un peu plus dans le récit. Et je suis très sensible à ce que vous dites, parce que je pense que c'est important. C'est une des raisons d'ailleurs pourquoi les gens détestent les éoliennes. C'est qu'en fait, c'est pas quelque chose qui appelle à leur raison, mais au contraire à leurs émotions. Et donc, il faut leur parler ainsi. Voilà. On n'a pas réussi cette discussion. Ouais. Donc, je mets ça de côté. Dans l'entreprise, pourtant, on cherche absolument à avoir une cohérence dans notre discussion, dans notre stratégie et dans nos engagements. Et donc, en fait, chez Engie, on a un engagement d'être net zéro à 2045. Et ça veut dire l'électricité, et Jean-Pascal l'a bien dit, l'électricité, c'est relativement facile à décarboner, mais c'est également la molécule, c'est le gaz. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2045, eh ben nous, on ne pourra plus vendre, on ne produit pas de gaz chez Engie, mais on en achète et on en vend. Et ça vient, bien sûr, plomber notre bilan carbone. Donc en 2045, on ne pourra plus, à cause de cet engagement, ni acheter, ni vendre de gaz fossile, que ce soit du GNL ou autre, sauf à accepter que ça soit dans les 10%, parce qu'on a 10% toléré de compensation. Vous voyez, c'est ça la cohérence. Et donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on signe un contrat avec un fournisseur ou un producteur de gaz naturel liquéfié aux États-Unis, eh ben, on s'assure que le terme de ce contrat n'est pas au-delà de 2045, ce qui, financièrement, est un problème pour nous. Bien sûr. Bien sûr. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est ça la transition énergétique. Et quand on ferme une centrale à charbon et qu'on prend un gros impairment lié à cette fermeture, bah, financièrement, bien sûr, c'est pas bon, mais voilà, on le fait parce que c'est nos engagements. Donc, c'est du renoncement. Vous acceptez de renoncer. C'est du renoncement. Et honnêtement, c'est pas facile. Moi, quand j'ai mes commerciaux qui me disent, mais attends, là, il y a un contrat, mes clients veulent du gaz naturel, je dis, bah, oui, mais on a cet engagement. Donc maintenant, il faut travailler sur quoi? Bah, sur le biométhane. La production du biométhane qui est la même molécule CH4, mais produite localement, et donc la souveraineté, bien sûr, de la France s'en trouve, bien sûr, améliorée. Et puis, on va travailler sur l'hydrogène, etc., etc. Et on voit que c'est compliqué. Décarboner la molécule, c'est aujourd'hui plus difficile que décarboner l'électron. Et pourtant, on ne saura pas faire sans molécule. On va faire beaucoup avec l'électron, mais la molécule, c'est compliqué. On en est conscient, on s'y attelle, mais c'est pas facile. Jean-Pascal Tricoire. Alors, Commencez. Plusieurs éléments de réponse. D'abord, est-ce que les gens dans l'entreprise sont incités, motivés et rémunérés à la partie environnementale? Absolument, et depuis très longtemps chez Schneider. D'ailleurs, je me suis fait engueuler, réprimander, parce que cette partie, il y a 10 ans, était trop importante à une époque où ce n'était pas encore à la mode d'être engagé dans cette direction. Donc absolument, dans tous les éléments et dans tous les domaines. Deuxièmement, quel est l'engagement de l'entreprise? Je pense que l'entreprise, c'est un creuset extraordinaire justement pour réaliser cette carbonisation, parce qu'on réunit de la technologie, des gérants de projet, de la surface financière, de la portée globale qui permettent de faire arriver ces... Donc nous, on a pris nos engagements de neutralité carbone sur notre scope à 2030, sur l'ensemble du scope entre 2040 avec nos fournisseurs et nos clients en 2040-2050. On apporte tous les ans 100 millions de tonnes de réduction de carbone à nos clients. On accompagne nos 1000 premiers fournisseurs dans la réduction d'un facteur de 2 de leurs émissions de carbone. On apporte une garantie aux investisseurs de 70% de revenus dans le développement durable. Tout ça, c'est un ensemble cohérent sur lequel on a aligné développement durable et émissions d'entreprise. Alors maintenant, quand même, deux priorités. Il faut quand même réaliser que le... Sur des projets comme, par exemple, sur l'Ouganda, c'est là-dessus que je ne sais pas vous... Je reviendrai sur le sujet. Ouais. Mais on va avoir, dans les 25 ans qui viennent, à fournir plus d'énergie à 3 à 5 milliards d'habitants sur la planète. Là-dedans, vous avez les 1 milliard d'habitants sur la planète qui n'ont pas accès à l'énergie aujourd'hui. Ensuite, vous avez 2 milliards d'habitants qui vont nous rejoindre pour passer de 8 à 10 milliards dans des endroits où il n'y a pas d'accès à l'énergie. Et ensuite, vous avez les 2 autres milliards de gens qui ont accès aujourd'hui à l'énergie, mais qui n'ont pas accès à l'énergie pour avoir accès à un statut de classe moyenne. 5 milliards, ce qui veut dire la moitié de la population mondiale.
D'où le fait que notre priorité, c'est de travailler dans les émergents qui représentent à peu près 50% de notre activité pour fournir des solutions qui soient vertes depuis le départ. Développer dans ces pays, pour ces pays, parce que c'est difficile à faire autrement. Et de nouveau, si je regarde la responsabilité que nous avons en Europe, je pense que plutôt que toujours se retourner soit vers les États, soit vers les entreprises, il faut qu'on réalise que chacune des entreprises que nous avons et chacune des personnes que nous sommes porte la responsabilité de la transition, en commençant par la transition des usages. Voilà. Alors pourquoi enfin est-ce qu'on participe au projet ICOP? D'abord, on a envoyé, j'en suis à ma 5e mission de vérification des chiffres, et force est de constater que je ne vois pas les chiffres qui sont publiés par certaines organisations, pas du tout, et je les ai fait corriger, enfin pas corriger, mais vérifier par des organisations externes. Et de nouveau, on est dans une transition énergétique. On regarde les projections de consommation dans les 25 ans qui viennent. Vous gardez encore une proportion importante de fossiles au niveau mondial. Il faut donc qu'on décarbonise cette production. Il faut qu'on décarbonise l'électron, enfin pas l'électron, la molécule, comme le dit Catherine. Et c'est ce à quoi on travaille, améliorer la sécurité. Sur un projet comme celui-ci, on réduit de 30% les émissions de carbone. Je vous rassure, c'est une portion très petite du chiffre d'affaires de Schneider. Tous nos efforts sont sur l'efficacité énergétique. Je vais prendre 2 chiffres ensuite. Si on croit rapidement, parce qu'il faut continuer le tour de table, oui. Oui, mais juste une chose, si on pense qu'on est vraiment au top en France, retenez simplement un chiffre. Simplement 8% des bâtiments en France sont digitalisés pour de l'efficacité énergétique du futur. 8%. Donc il reste quand même 92% de bâtiments à faire, à équiper, avant qu'on se sente un petit peu en position. Mais il faut un peu de rénovation énergétique aussi. Pierre-André Tchalindar. Non, juste une passoire énergétique connectée, ça restera une passoire énergétique. Mais tu m'as cherché un peu là-dessus, donc tu me trouves. Mais je voulais juste dire, j'ai pas été interpellé, et donc, mais je voudrais dire quand même que les 3 entreprises qui ont répondu, et ça me paraît très intéressant, elles sont bien meilleures, et c'est plus facile pour moi de le dire que pour elles, sont bien meilleures que leurs homologues qui ne sont pas européennes. Donc on a, quand je dis l'Europe a toujours voulu être un bon élève, les entreprises, les assureurs, c'est évident. Quels sont les assureurs qui n'assurent pas aux États-Unis? C'est pas que ça, c'est les assureurs américains. Tu l'as dit implicitement. Donc ce que je veux dire, c'est que l'Europe, elle a été en avance, ses entreprises sont en avance, ses populations sont en avance. Et il faut accélérer. Donc, Catherine, je voudrais juste corriger ce que tu as dit. Il faut accélérer, je suis complètement d'accord. Ce qui cloche, quand je dis on est planté, c'est les politiques publiques qui ne sont pas adaptées. Et donc, on a des boulets là-dessus. Mais les entreprises et les populations en Europe sont plus conscientes de l'urgence climatique et ont fait beaucoup plus de choses. Elles sont en avance par rapport à leurs homologues. Oui, mais j'ai envie de dire, heureusement. Heureusement. Grâce à vous, peut-être, mais... Non. Mais ce que je veux dire, c'est que les pays aujourd'hui qui ont été les plus émetteurs dans l'histoire et qui ont le plus de responsabilités, ce sont nous. Oui. Donc heureusement qu'aujourd'hui, on est ceux qui avancent le plus parce qu'on a une responsabilité qui est beaucoup plus grande par rapport à d'autres pays qui sont en voie de développement, entre guillemets. Donc en fait, moi, ça me paraît complètement normal. Et encore une fois, il va falloir aller plus vite, plus loin, il faut le dire. Juste pour revenir sur ICOP, juste un dernier truc. Mais un instant, parce que ce n'est pas l'objet de cette table ronde. Oui, mais parce qu'on parlait de rationalité tout à l'heure. Juste la rationalité pour moi, c'est de ne pas lancer un projet qui va émettre 33 millions de tonnes de CO2 par an, sachant que tous les scientifiques disent qu'il faut que le pétrole et le gaz restent dans le sol et qu'on ne peut plus faire de nouveaux projets gaziers et pétroliers. On demandera à Patrick Pouyanné. C'est important de le redire. On demandera à Patrick Pouyanné. Parce que là, mais c'est surtout lui qui est... En fait, investir dans ce projet ou de quelconque manière, ça vient aussi soutenir ce modèle-là qui est, comme j'ai dit, pas compatible avec les nouveaux modèles qu'il faut qu'on réinvente. Et ça, c'est enthousiasmant. Est-ce qu'il faut, une question pour financer cette transition écologique, est-ce qu'il faut un ISF vert, puisqu'on parle de pouvoir vert, pouvoir faire? Je ne sais pas, Catherine MacGregor, est-ce qu'il faut un ISF vert, une fiscalité verte? Alors, moi, je pense qu'il faut essayer de cibler au plus possible les mesures d'aide aux personnes et les ménages les plus vulnérables. Donc, je pense que, évidemment, cette transition énergétique, elle va avoir un coût. Je pense qu'il y a un certain nombre d'Européens qui peuvent payer le surcoût associé à la transition énergétique. En revanche, je pense qu'il y a énormément de citoyens qui ne peuvent pas se permettre le surcoût associé à la transition énergétique. Et donc, je pense que
dans un monde idéal, et moi je ne fais pas des politiques publiques, donc je pense que en réalité c'est assez compliqué à faire, mais quand même, plus on peut cibler les mesures d'aide pour ne pas faire peser en relatif ce surcoût aux ménages les plus vulnérables, et puis plus on sera dans l'équité qui est évidemment un sujet critique de cette transition énergétique. Antoine Gosset-Grinville, vous avez fait des politiques publiques puisque vous avez été à Matignon et à la Caisse des dépôts. Est-ce que l'ISF vert, vous trouvez que, c'est comme le suggère un économiste réputé, est-ce que c'est pour vous le moyen effectivement de financer cette transition et de permettre à tout le monde de s'acheter une voiture électrique, de s'équiper en photovoltaïque, en éolienne, etc. Alors, on a tous bien compris que les dépenses de la transition climatique, ça coûte cher. Ah oui. Donc, il faut les financer. Moi, je pense qu'il faut effectivement que l'État prenne sa part, que le financement public prenne sa part. Je pense que en France, notre problème, c'est qu'on a un niveau de prélèvement obligatoire trop élevé. Donc, il faut réformer l'État, les finances publiques, pour se redonner des marges de manœuvre. Il y a une question de calendrier, pardonnez-moi, on ne peut pas. Et financer sur les dépenses plutôt que de créer des nouvelles recettes. Commençons par réformer l'État, réduire les dépenses inutiles pour se donner des marges de manœuvre. Et puis, le financement, il ne pourra pas être que public, il devra être privé aussi. C'est pour ça que je parlais de partenariat public-privé. Jean-Pascal Tricoire, plein de Gindard, juste rapidement, l'ISF vert, ou une fiscalité qui permette à tout le monde de financer sa transition. Avant de repasser à notre sport favori, qui est d'inventer de nouvelles taxes et de nouvelles complexités, je commencerai par deux choses. D'abord, simplifier les réglementations pour que les gens puissent se doter beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus simple de ces nouvelles technos, de ces nouvelles capacités. Et certainement aussi réaliser quand même une chose, c'est que lorsque, par exemple, vous faites de l'efficacité énergétique, dans la plupart des systèmes qu'on équipe, vous avez un payback, un retour sur investissement qui est en dessous de 5 ans. Donc on parle toujours du coût, mais on ne parle jamais du retour sur investissement. Quand vous rentabilisez en 3 ans, ça devient un investissement tout à fait rentable. Donc quand même intégrer aussi que ces nouveaux types d'investissements amènent des retours extrêmement rapides. Est-ce que vous seriez favorable, parce que pardonnez-moi, j'ai l'esprit un peu d'escalier, mais à mettre en place une politique type IRA au niveau européen, plutôt que d'avoir des prix du carbone, etc. Oui, je pense parce que vous y seriez favorable. Oui, parce qu'on est face à une transition qu'il faut accélérer. Oui. On sait que le point d'arrivée est beaucoup plus enviable que le point de départ. On sait qu'on remplace finalement de l'OPEX, enfin des coûts d'exploitation, par de l'investissement, et c'est de l'investissement qui est vertueux, qui est dans les nouvelles technologies, etc. On parlait de la Chine tout à l'heure. Les clean tech, aujourd'hui, en ce moment, représentent 20% de l'augmentation du PIB annuel de la Chine. Donc c'est non seulement bon pour l'environnement, cette transition, mais en plus, ça crée des secteurs industriels qui sont très porteurs en termes d'emploi et en termes d'innovation. Pierre-André Chenadar. Oui, je suis bien évidemment favorable à une politique d'incitation beaucoup plus importante. C'est ce que j'ai voulu dire. J'ai cru que c'était sur l'ISF vert que vous nous disiez que bien évidemment vous étiez d'accord. Non, mais là je pense. C'était un scoop, ça. Non, je pense que la fiscalité du capital, c'est quelque chose, comme l'a dit Patrick Martin tout à l'heure, qu'il faut faire toucher avec très attention. Je pense qu'il faut plutôt aller aider les populations qui ont un budget carbone élevé et qui n'ont pas de moyens. Voilà. Ce qui a été le problème finalement des Gilets jaunes, il est venu de là. C'est la taxe carbone sur les gens qui ne peuvent pas se passer de leur voiture et auquel, aujourd'hui, le payback de la voiture électrique, le sujet n'existe pas parce qu'ils ne peuvent pas mettre la mise de fonds et le banquier ne va pas leur prêter. Donc c'est ça qu'il faut. Absolument, c'est pour ça que j'insiste. Voilà. Sur l'IRA, par contre, je pense qu'on a besoin. Alors l'Europe a cherché à avoir une réponse à l'IRA, c'est le Net Zero Industrial Act. Mais le problème, c'est qu'on a fait un truc encore trop compliqué. Les Américains, c'est très très simple. Vous avez des crédits d'impôt qui sont extrêmement simples. Et nous, pour pouvoir simplifier, on a créé un truc encore plus compliqué pour avoir accès à quelque chose de simple. Voilà. Donc on a un vrai problème au niveau européen d'excès de bureaucratie qui reproduit, c'est curieux, mais qui reproduit le système français. Là, sur ces sujets-là, c'est plutôt l'Europe qui on a le leadership.
Il nous reste très très peu de minutes. J'aurais une question pour vous, Catherine MacGregor, parce que vous avez fait une tribune où vous disiez de transition, est d'autant plus importante qu'elle peut renforcer la souveraineté énergétique de la France, voire de l'Europe, mais de la France. Est-ce que vous y croyez, mais à quelle échéance? Et est-ce que ce n'est pas d'abord le nucléaire qui va nous assurer cette souveraineté? Non, moi j'y crois. Si je prends simplement l'exemple du gaz naturel, parce que moi quand je parle de la décarbonation du gaz, je ne décarbone pas le moyen de production du gaz fossile, je remplace le gaz fossile par une molécule qui est verte. C'est ça la décarbonation du gaz. Hein. Juste un petit débat d'experts avec Jean-Pascal. Et donc, si vous regardez le biométhane aujourd'hui, donc qui est un gaz qui est la même molécule que le gaz naturel aujourd'hui, à l'horizon de 2030, le potentiel de ce biométhane, c'est à peu près 20% de la consommation de gaz en France. 20%, c'était ce qu'on consommait de gaz russe avant la crise. Donc, vous voyez que vous remplacez 20% de gaz russe avec du gaz biométhane qui est la même molécule, donc zéro ou très peu d'investissement infrastructure, parce que c'est la même molécule, mais c'est du gaz qui est produit localement. Le gaz produit localement, ça veut dire que vous ne dépendez que de vous-même. Donc là, vous avez amélioré la souveraineté énergétique de la France. C'est un exemple. Et après, évidemment, l'électricité renouvelable, une fois que vous avez installé vos éoliennes, avec, je l'espère, de la technologie européenne, le vent, il est à vous. Donc oui, vous avez une meilleure souveraineté. Pareil pour les panneaux solaires. Même si c'est vrai que les panneaux solaires, on a une dépendance bien sûr des pays asiatiques, notamment de la Chine. Oui. Mais une fois que vous les avez installés, vous ne dépendez plus du gaz qui doit arriver à votre pipeline tous les jours. Voyez, donc, et on aura besoin de gaz. On ne pourra pas tout électrifier. Merci. C'est très important. Dans l'industrie, on ne pourra pas tout électrifier. Voilà, donc le biogaz, on en aura besoin. Voilà, on a besoin du gaz. On a besoin de la molécule verte. Est-ce qu'il faut s'attendre, puisque vous parliez de gaz russe, j'imagine que vous avez vu les bombardements, d'attaques de drones sur des centrales ukrainiennes par les Russes. Est-ce qu'il faut s'attendre à une nouvelle flambée des prix de l'électricité ou pas? De l'énergie? Alors, aujourd'hui, sur la situation sécurité d'approvisionnement, notamment sur le gaz naturel, ce qu'on peut dire, c'est que les stocks sont plutôt très bien remplis en début d'hiver. Donc, on est relativement confiant pour l'hiver 2024-2025. Je pense que les choses peuvent se compliquer potentiellement l'hiver prochain. À suivre. Ah bon? Ça peut se compliquer? On a toujours dit que les molécules de gaz russes qui avaient disparu du marché mondial allaient mettre un petit peu de temps à être remplacées. Et donc, on peut s'attendre à avoir un petit peu de volatilité sur les marchés du gaz dans les années à venir. En tout cas, pour 24-25, on est plutôt relativement confiant. Allez, on arrive au terme. Vous avez 45 secondes. Un message au futur ministre de la Transition, au futur gouvernement. Antoine Gosset-Grainville, c'est quoi? Un message, une phrase? Eh bien, il ne faut pas sacrifier la politique climatique à la rigueur budgétaire. D'accord. Elle devra porter sur d'autres dépenses que celle-là. Julie Pasquet. Que la politique climatique est interdépendante aussi de la justice sociale et qu'on ne pourra pas faire sans les deux ensemble. Catherine MacGregor. Gardez le cap. Ok. Soutenir l'accélération. Moi, je ferai la synthèse de tout ça. Je pense qu'il faut revoir un peu la méthode, mais il faut en même temps accélérer. Merci beaucoup. Merci à vous tous.